La Chambre des communes a suspendu ses travaux cet après-midi pour sa pause hivernale de 6 semaines, sans avoir adopté son projet de loi de mise en œuvre du budget. Le leader du gouvernement à la Chambre, Stephen McKinnon, a tout de même qualifié cette session parlementaire de couronnée de succès. On peut l'écouter. En ces temps difficiles pour les Canadiens, notre gouvernement, sous la direction du premier ministre Mark Carney, a amené un leadership sérieux à la Chambre des communes. Notre gouvernement a réussi à faire passer des projets de loi majeurs cet automne, malgré tout, malgré cette obstruction parlementaire irresponsable des conservateurs. Le travail en Chambre cette session n'a pas été facile, mais beaucoup a tout de même pu être accompli de façon sérieuse et délibérée par le gouvernement. Il reste bien sûr du travail et beaucoup, et nous avons bien hâte de poursuivre au retour de la Chambre l'année prochaine. Alors, pour faire le bilan de cette session d'automne, je retrouve les journalistes Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post, Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire à La Presse, et Christopher Nardi, journaliste parlementaire au National Post. Bonsoir à vous trois, merci d'être là. Bonsoir. Alors, Joël Denis, je vais commencer avec vous. Il y a seulement eu 4 projets de loi du gouvernement qui ont reçu la sanction royale depuis les dernières élections. Le gouvernement n'a pas pu faire passer sa réforme de la mise en liberté sous caution, ni son projet de loi sur la sécurité des fonctionnaires ou les crimes haineux. Une session donc un peu pénible pour le gouvernement? Oui, mi-teinte, je vous dirais, parce que je pense que M. Carney, le premier ministre, aime bien gouverner au pas de course. Mais il ne peut pas faire adopter des projets de loi au pas de course parce qu'il doit composer avec un gouvernement qui est minoritaire. Il n'a pas donc la majorité au comité et il y a vraiment de l'obstruction là, en ce moment à plusieurs comités. Donc, pour M. Carney, il va peut-être se péter les bretelles. Ce soir, c'est le party de Noël des libéraux. Il va peut-être prendre un verre de vin pour souligner le grand travail, mais il reste que c'est pas le genre d'accomplissement auquel il s'attendait. Il y a quand même eu un budget important qui a été déposé et ça, je pense qu'il faut le constater. Ça a été le grand rendez-vous politique de l'automne, le budget fédéral qui a été déposé. Catherine, est-ce qu'on assiste un peu à un retour à la normale parce qu'on s'était peut-être habitué à l'entente de confiance et d'approvisionnement avec le NPD, mais dans le fond, c'est comme ça que ça devrait fonctionner dans un Parlement minoritaire? Oui, je pense que les libéraux s'ennuient du NPD. Et on verra, je pense, l'année prochaine, si les parlementaires changent les règles pour peut-être accorder un statut de parti au NPD. Du moins, je pense que ça pourrait aider les libéraux, c'est à voir. Mais pour en revenir à la session, on nous avait promis au début de la session que ce serait là, qu'il y aurait plusieurs projets de loi, mais que ce serait, on nous promettait des victoires faciles, rapides, notamment sur la loi et l'ordre. Effectivement, on a déposé beaucoup de projets de loi sur ce sujet-là, justement pour tenter de satisfaire les électeurs ontariens. Mais ce qu'on a vu, c'est que vraiment, il n'y a pas grand-chose qui a été adopté. On n'est vraiment pas dans le même ordre d'idée qu'au printemps, quand on a passé C5 de façon très rapide. Donc, effectivement, oui, c'est un retour à la normale. C'est le retour de l'obstruction et je pense que les libéraux trouvent ça très pénible actuellement. Christopher, quelle leçon est-ce que vous pensez que le gouvernement de M. Carney va tirer de cette session? Que c'est pas parce qu'on s'imagine gouvernement majoritaire qu'on est un gouvernement majoritaire. C'est essentiellement ça. Mark Carney a eu le 3-5 semaines en mai qu'ils ont eu après l'élection jusqu'à la pause estivale. Très facile. Il n'y avait pas de Pierre Poilievre, chef conservateur. C'était essentiellement une opposition décapitée à laquelle il a fait face. Et à la rentrée en septembre, il a découvert qu'il était à 3, maintenant 2 sièges de la majorité. Et ces 2 sièges-là sont très important. Et donc, il l'a ressenti, que ce soit le ralentissement en travaux, surtout en comité, les oppositions qui s'opposent. Et aussi, cette notion, M. Carney avait vraiment voulu faire passer au moins un de ces 3 projets de loi sur les réformes criminelles, celles qu'ils avaient annoncées progressivement à partir de septembre. Et à ce jour, aucune n'est passée. Les réformes restent au Parlement. C'est sûr qu'ils ont déposé un projet de loi hier ou il y a quelques jours, donc on ne s'attendait pas à ce que ça passe tout de suite. Mais on a découvert, je pense que le gouvernement découvre, M. Carney en particulier, que même si tu es juste à 2 députés de la majorité, il n'a pas la majorité. Ça se travaille, c'est complexe et que c'est parsemé d'embûches et il ne sait pas tout à fait comment les naviguer encore. On verra comment ça se passe à la rentrée, mais justement, la Chambre doit reprendre ses travaux le 26 janvier. Seulement quelques jours plus tard, on le sait, Pierre Poilievre va être à Calgary dans le cadre de son congrès national où son leadership sera soumis à un vote. Il y a un nouveau sondage d'Angus Street qui est sorti qui montre que seulement, en fait, 58 % des électeurs conservateurs récents souhaitent que M. Poilievre dirige le Parti conservateur lors des prochaines élections. C'est un chiffre qui a chuté quand même de 10 % depuis le mois d'août. Il y a également un quart des membres du CPC qui pensent que le parti devrait se doter d'un nouveau chef. Catherine, qu'est-ce que ces chiffres, qu'est-ce que ça signifie pour M. Poilievre et son équipe?
Vraiment, c'est des drapeaux jaunes là, pour l'instant, parce que, écoutez, je pense que pour ce qui est du vote de confiance, et d'ailleurs, M. Poilievre l'a dit aujourd'hui, il est très confiant de remporter ce vote de confiance. Reste à voir avec quel pourcentage. Là, si ce sera, je pense qu'on pourrait parler d'une victoire si c'est au moins 80, et ce serait encore mieux si c'était au-dessus de 90 %. Et je pense qu'il essaie d'atteindre un gros chiffre pour justement dissiper tous ses doutes à son endroit. Parce qu'effectivement, je dirais qu'il y en a dans son caucus, mais aussi les électeurs conservateurs de façon générale sont assez satisfaits avec ce que le premier ministre Carney fait actuellement. Vraiment, il copie les idées conservatrices, il gouverne en tant que premier ministre progressiste conservateur. Donc, vraiment, je trouve que Pierre Poilievre est dans une position très difficile actuellement. Et je pense que plus que ça va aller, plus que les gens à l'intérieur même de son caucus et les électeurs de façon générale vont se demander est-ce qu'il peut vraiment devenir premier ministre? Est-ce qu'il est assez sérieux? Et voilà, je pense que je ne sais pas quelle sera la tendance, si ça va se continuer dans ce sens-là, mais je pense qu'il y aura l'étape facile, ce sera ce vote de confiance, mais l'étape difficile, ce sera de la prochaine élection, quand elle arrivera. Justement là-dessus, Christopher, c'est une chose de remporter l'examen du leadership, mais ensuite, en ce qui concerne l'électorat plus large, est-ce qu'il y a quand même un changement stratégique qui s'impose pour M. Poilievre? Bien, il faut qu'ils reséduisent les femmes et les boomers. Donc, les boomers, c'était pendant très longtemps un acquis, quasiment pour le Parti conservateur. Ils avaient les personnes plus âgées, 65 ans et plus. Ils ont perdu la vaste majorité de ces électeurs-là au profit des libéraux. Et donc, il faut qu'ils réussissent à combler ce gouffre générationnel où il fait très bien avec surtout les jeunes hommes, mais les jeunes en particulier, et se rendre séduisant pour les voteurs plus âgés et les femmes. Je n'ai pas vu d'effort très conscient de sa part pour ce faire. Et en même temps, ce n'est pas un homme qui change rapidement. Ça fait 20 ans que Pierre Poilievre est le même député. Ses idées demeurent les mêmes. Il est très fier de son idéologie. Donc, est-ce qu'il réussit, avec un peu plus de temps maintenant, à convaincre l'électorat canadien de se rejoindre à lui? Peut-être, mais il a beaucoup de misère à lui changer pour aller rejoindre l'électorat canadien. On l'a vu dans la dernière élection. Joël Denis, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'évidemment, ça a été une année très pénible pour M. Poilievre. Est-ce qu'il en a tiré des leçons? Ça reste à voir, mais je pense que sa priorité à l'heure actuelle, c'est de convaincre sa base militante qu'il est toujours la meilleure personne pour diriger le Parti conservateur. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Je suis d'accord avec Catherine, probablement autour de 80 %. Le prochain défi, et le vrai défi, c'est de convaincre, comme Christophe a dit, le reste de l'électorat d'embarquer dans l'aventure conservatrice. Et ça va s'avérer un véritable défi, peut-être même un cauchemar, parce que en politique, il faut savoir s'adapter au contexte du moment. Et on le voit bien, M. Poilievre a eu la difficulté à s'adapter au contexte électoral avec l'influence de Donald Trump. Il n'a pas su s'adapter, il a perdu son siège. Et malgré que la hausse du coût de la vie demeure un enjeu important, il n'a pas réussi à s'imposer comme étant la solution de rechange encore parce que M. Carney gouverne au centre-droite. On le voit comme un progressiste conservateur. Donc, il tire beaucoup d'énergie de Pierre Poilievre qui n'a pas encore réussi à s'imposer, je pense, auprès de l'électorat en général. Et ça, c'est là où ça compte. Si on veut être premier ministre, il faut se faire élire par l'électorat, pas juste par la base militante. Et juste en terminant, les partis d'opposition ont déjà indiqué qu'ils ne seraient peut-être pas disposés à appuyer le gouvernement au plus tard, en fait, passé le printemps prochain. Rapidement, 30 secondes chaque, est-ce que vous pensez la survie du Parlement? Moi, je pense que c'est un scénario qui est de plus en plus probable, des élections au printemps. On l'a vu, le ton est beaucoup plus combatif depuis quelques semaines à Ottawa et ça indique que les gens sont prêts à acheter les gants pour aller en campagne électorale. Catherine? Renégociation de la CEUM, ça s'en vient. Ça va être quelque chose qui va être très difficile. Donc, j'ai l'impression peut-être que M. Carney serait tenté d'y aller avant qu'on arrive à cette révision là, qui est prévue pour le mois de juillet. Christopher? Ultimement, je pense que ça dépend des sondages. Si les libéraux restent en avance, effectivement, comme Catherine dit, ils vont être tentés de consolider leur avance, tenter d'avoir ce gouvernement majoritaire qui leur a échappé. En même temps, si les oppositions ne réussissent pas à prendre du galon dans les sondages, ils vont être beaucoup moins enclins à partir en élection, vouloir déclencher une élection. Mais si dès qu'on voit un changement, que les conservateurs commencent à approcher, ça devient très vrai comme menace. Pour nous, les journalistes, qui doivent partir en terrain. On verra bien ce que l'année nous réserve. Joël Denis Bellavance, Catherine Lévesque, Christopher Nardi, merci à vous trois d'avoir été ici ce soir et bien sûr tout au long de l'automne pour tous vos éclairages. Merci à toi. Merci à vous, joyeuse fête.